Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Enigmatic Asylum. Aujourd'hui, on va parler d'une période assez particulière. Comme vous savez, on parle des différents sujets précis liés au catch. Et on va parler d'une certaine période qui est plus ou moins controversée et plus ou moins partagée. Et il s'agira de l'année 2017. Donc, pour ce podcast, je serai accompagné de mon compagnon de l'équipe des analyses du catch, ce cher Messiah. Messiah, bienvenue. Bonsoir. Du coup, le but de ce podcast, c'est de revisiter cette année et répondre à la question suivante. Est-ce que l'année 2017 était si nulle que ça en termes de catch? Du coup, c'est ce que nous allons voir sans plus tarder. Du coup, on va commencer par la road to WrestleMania. Et commencer d'abord par la période du Rumble. Du coup, Messiah, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce début d'année? Enfin, après, tu as commencé à 7 ans en 2017, donc je sais pas si tu as des souvenirs, de grands souvenirs par rapport à la période du Rumble. Alors, je me souviens que j'avais surtout regardé les deux derniers matchs du Rumble, à savoir le titre WWE et la Rumble. Alors, la Rumble était, elle était bien. J'ai beaucoup aimé la petite surprise en mode le numéro 10 c'est Ty Dillinger. Ouais, j'avoue. Je crois que c'était le meilleur moment du Rumble d'ailleurs. Bon, évidemment, c'est encore il y a eu aussi la hit envers Roman Reigns, tout ça, bon, un petit peu d'habitude à force. Surtout en plus c'est vrai qu'il avait perdu du coup le match juste avant. Ouais, il avait fait deux matchs. Il était dans un plutôt bon match. C'était quoi la stipulation? C'était un. DQ, Chris Jericho dans une cage à requins, je crois. Voilà, c'était ça. Le match était plutôt bon malgré l'overbooking sur Roman Reigns. Le coup de poing américain où Reigns se dégage, c'était un peu trop pour moi, mais bon. Ben Reigns c'est Superman, il ne perd pas clean, donc Strowman permet la victoire à Owens. Et une heure plus tard, le mec revient tout frais au Rumble. Alors que Owens revient avec des. Après, il montrait qu'il avait mal au bras, justement, je crois. Ouais, aussi. Alors que Owens, il avait des bandages de partout au row suivant, limite il était en chaise roulante, quoi. Après, l'avantage de ce Rumble, c'est que justement, ça a permis d'ouvrir justement la voie pour Mania. Reigns qui se fait huer comme jamais, qui élimine en plus Undertaker. Et Ouais. justement, il y a les regards en mode c'est mon terrain maintenant. Et alors, par contre, pourquoi avoir fait gagner Randy Orton pour la deuxième fois? Pour la rivalité avec Wyatt, d'accord. Mais bon, vu ce que ça a donné, on en reparlera après, mais putain, vu ce que ça a donné. Ouais, j'avoue. En ce qui me concerne, pour les débuts du Rumble, j'ai pas, enfin pour la période de Rumble, j'ai pas grand souvenir de choses qui sont arrivées en weekly. En dehors du fait que Reigns, je pense au premier Raw de l'année, a perdu le titre des États-Unis dans un match handicap justement contre Owens et Jericho avec Jericho champion. Et Cena qui confronte AJ Styles après sa défense contre Ziggler pour le Rumble. Donc c'était plus ou moins ça. Je me rappelle aussi du double spear de Goldberg et Reigns sur Strowman au Go Home Show. Sinon, le Rumble en soi, ben c'était plutôt sympa. C'était un bon pay-per-view globalement. Les matchs étaient plutôt bons et il y a aussi dans ce Rumble, c'est là où a commencé le couronnement de Neville en tant que champion cruiserweight. Justement, ça tombe bien. Et le Rumble match, enfin, par rapport à ce qu'on m'a vendu, ben, c'était un bon Rumble, hein, mais j'étais un peu déçu par rapport au blockbuster qu'on nous a promis. Donc, le fait qu'on nous balance, tu vois, les Taker, Goldberg, Lesnar, les Strowman, les Mick Carter plutôt solides, et au final, les trois têtes d'affiche ils feront vite fait un passage, et ensuite ils font sortir par le vieux suivant, Taker qui Alors sort, après, voilà. il faut aussi parler du vrai main event de la soirée. Le Cena Styles, numéro 3. Ah ouais, Là, par j'avoue. contre, on a été gâtés. Hein. Ah ouais, c'était Déjà masterclass. deux affrontements auparavant, à Money in the Bank et SummerSlam, je crois. Mhm. Deux très bons matchs que Styles a gagnés. Ouais. Bon,
C'est le fait que Styles perd sur Cena juste pour dire c'est bon, il a égalisé Ric Flair. Perso, ça ne me dérange pas. Pour le côté stat, je trouvais que c'était bien pour Cena. Ouais, mais en vrai, ça veut dire que du coup, ça veut dire qu'il a perdu aussi 16 fois le titre. C'est ça qui me fait un peu rire de dire ouais, ils ont tel nombre de règnes. Oui, ça veut du coup que c'est les mecs qui ont perdu le plus de fois les titres. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça. Après, les stats, tu connais, quoi. Non, parce que du coup, on prend AJ Styles, il a eu quoi? Il a eu 2 règnes de champion WWE, 2016, 2018 et 2017, justement. Hmm. 2017, ça a eu duré, je crois, de octobre jusqu'à janvier. Ouais. Voilà. Et son deuxième règne, bah, il a duré 1 an. Donc, niveau rentabilité, voilà, le mec a eu 2 règnes, il en a eu un qui a duré tout 1 an. Voilà. Ouais. Et AJ Styles, c'est un meilleur champion. Ouais, après, le nombre de titres, je trouve que ça permet de mieux justifier le statut de main eventer, quoi. Genre, tu l'as Oui, il gagné y a de plusieurs ça fois, tu es aussi. resté au sommet. Certes, tu perds le titre, mais tu le récupères après, donc tu solidifies ta place en quelque sorte. C'est comme ça que je le vois également. Après, tu prends d'autres exemples, parce que là, je regarde. On a eu. Non, elle n'était pas dans ce PPV, mais tant pis. On prend Banks, par exemple, hein, Frankie Monet. Non, pas du tout. Mercedes Monet. Mercedes Monet, non, c'est autre chose. Euh, Elle a eu je sais pas combien de règnes, de relevant, comme on dit, Hmm. et eu son titre SmackDown, et c'est tout. Elle a eu plein de règnes à Raw qui ont duré moins de 30 jours. Les règnes étaient à chier, hein. Ouais, j'avoue, D'accord, elle a c'était eu beaucoup de pété. fois les titres, elle a Hmm. été multi-championne. Je veux dire, comparé à Charles Flair, par exemple, qui a eu des règles plutôt longues pour certains, mais Ouais. pas tous, hein, on précise. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué de rester champion pendant longtemps et d'avoir plusieurs titres. Sur Pancina, par exemple, bon, quand même, il a eu des règles, il a eu plus de 300 jours, il a toujours été un très bon champion. Hmm. Voilà, c'est ok. Mais en vrai, juste le truc de dire, ouais, il a égalisé Flair, c'est un peu trop. Mais le match était quand même très très bien. Ouais, je peux comprendre ce point-ci. Après, est-ce qu'il y a une bonne et mauvaise réponse ou une mauvaise réponse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était clairement le meilleur match du Rumble. Le Rumble qui vaut Orton gagner. Je suis d'accord avec toi. Que bon, faire gagner le truc à Orton une deuxième fois, bof. Je l'aurais donné à Wyatt après le Rumble en question. Ah, est-ce que les Ça aurait été exécutifs plus étaient utile contents au avec vu de l'histoire. Wyatt? Ah. Après, je vois pas qui on aurait pu faire gagner d'autres. Bah là, je regarde J'avoue, la liste c'était. et effectivement, non, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Il n'y a rien du tout qui aurait pu gagner. Vraiment que dalle, hein. Même pas Rousseff, rien. Bon. Eh, Il y avait de bons noms, hein. Bon, il y avait Strowman par exemple, ça aurait amené une bonne grosse hit. ouais. Sinon, en soi, c'est vrai que, mine de rien, si on avait eu justement Wyatt Strowman à WrestleMania, genre Strowman qui s'écarte de la Wyatt Family et toutes ces conneries, sachant qu'il était déjà bien écarté, ça aurait pu donner un truc intéressant et nous éviter ce qu'on a eu en 2020. Mais bon, Ouais, vu ça ne comme sera jamais ça. arrivé. Vu comme ça, c'est pas mal, ouais. Bon, maintenant, on va avancer. Maintenant, pour la road to WrestleMania. Du coup, mon cher Messiah, qu'est-ce que tu retiens spécialement? Ah non, avant d'arriver, je sais ce que tu vas dire. On en parle de la prise de titre de Bailey. Parce que, Attends, j'ai un doute. parce que j'ai l'impression que personne s'en souvient. Bah, tellement que même moi, je m'en souviens pas du tout. Parce que on nous vend Charlotte comme catcheuse invaincue en pay-per-view, ultra balèze, championne peut-être jusqu'à WrestleMania, là où la streak va se terminer. Mais non, elle perd une énième fois son titre dans un Raw random contre Bailey. D'ailleurs, avec l'aide de Sasha Banks, hein, il est à signaler. Ah Bailey ne putain, gagne oui, même pas, ça. Bailey ne gagne même pas le titre clean, quoi. En fait, c'est ce genre de choses qui me fait toujours questionner ce que valent les femmes, généralement d'ailleurs dans l'industrie. C'est que lors d'un PPV, elles ont un bon ou très bon match, ça dépend. Elles perdent les challengeuses alors que tout le monde est derrière elles et elles gagnent le lendemain. On va prendre un C'est exemple opposé, incompréhensible. je prends une autre compagnie. AEW, Thunder Rosa contre Dr. Britt Baker. Thunder Rosa et Britt Baker ont eu un très bon match en PPV, je sais plus lequel c'était d'ailleurs, Tu l'as mais trouvé quand, toi?
Euh, dans mes souvenirs, ça allait, Ok. honnêtement. Après, je me souviens plus de quel PV c'était, j'ai un doute. Mais tout ce que je me souviens, c'est que justement, ensuite, elles ont re-eu un match lors de la. Bah, c'était la Saint-Patrick, du coup. Ouais. Et juste pour la symbolique, et juste parce que dans un match en cage, elle gagne du coup Thunder Rosa. C'est complètement con. Elle avait perdu toute son overness Ben à ouais, cause hein. du PPV. C'est C'est ça. genre, t'es ouvert pour un PPV, tout le monde veut te voir gagner, euh, tu y gagnes. Tu y gagnes forcément en gagnant du coup en popularité et en crédibilité, surtout en battant quelqu'un comme Flair. Tu perds, bon, ça arrive, on passe au prochain challenger, mais non, tu vas gagner le gros suivant. Pourquoi? C'est terrible, hein. Tu perds toute ton overness. C'est ça. Genre, elle a gagné un match, et le lendemain, elle perd parce que. Nique ta mère. Parce qu'il y a l'autre Grognas aux cheveux roses qui a débarqué. Grognas aux cheveux roses, d'ailleurs, qui s'est fait défoncer par Nia Jax en 5 minutes. Hein. Ah ouais, ouais, il y a ça aussi. Ah, j'ai mal à ma Sacha du coup. Bon. Du coup, pour le reste des feuds, je retiens principalement Raw, hein, parce qu'à On Raw, tu va avais surtout en plusieurs parler trucs. après, parce que les PPV suivants mettent bien l'accent, justement. Ouais. Parce que pour les Raw suivants, tu avais les débuts de Samoa Joe en main roster, le début d'une longue feud, d'une bonne feud entre Roman Reigns et Braun Strowman, et il y avait quoi d'autre? Ah, faut aussi préciser que juste avant, bon, c'était en septembre-octobre 2016, on avait commencé du coup la feud en Rollins Triple H, qui a continué sur tout 2017. Ouais, ouais, Et il qui y a a ça continué aussi. même à NXT, du coup, justement en janvier, je crois, durant le takeover Ah de oui, San j'avais José, je oublié crois. ça. Ouais, ouais, ouais. Là où Rollins s'est posé à Justement. NXT pour faire boycotter le show en attendant que Triple H s'amène. Ouais, ouais, c'était bien vu. Ouais. Et du coup, là, ça a commencé la rivalité avec Rollins qui a été banni littéralement du Royal Rumble par les McMahons. Et ensuite, bon, le Hmm. truc, c'est que les rivalités, on peut en parler, mais ça va surtout être sur les PPV suivants, genre Elimination Chamber, du coup. Ouais. Genre le suivant qui arrive juste après, c'est février, je crois. Ouais, février, février. Ouais, voilà. Bon, ben on Et va ensuite, il y a eu commencer par parler du Elimination Chamber alors. Elimination Chamber, qu'est-ce qu'on retient du match, bon, D'ailleurs, hormis d'ailleurs, je tiens à noter. Elimination Chamber. Hein. D'ailleurs, je tiens à noter qu'on n'a pas parlé du retour de Mickey James, justement, en début d'année, qui avait Alors, une feud existante contre Becky Lynch. Et clairement, SmackDown, ça justifiait son statut de comment ça s'appelle, de de first terre batch, des oui. opportunités, surtout au vu. En fait, tout le monde pouvait être sur la carte, en fait. Et les fans et les femmes étaient bien respectées à SmackDown parce que les nanas, elles avaient. Chacune avait leur feud, il n'y avait pas que pour le titre. Bon, elles étaient 6 aussi dans le roster, tu vas me dire, mais elles avaient quand même des programmes maintenant à des pay-per-view. Genre, tu avais 3 matchs féminins. Tu avais Randy Orton contre Luke Harper qui s'est fêté la Wyatt Family et le Chamber dont on va parler dans quelques instants. Ouais. Ouais, c'est niveau SmackDown en 2017 et même après en 2018, du coup, même si ça n'a rien à voir, c'était vraiment la. Si on enlève NXT, bien sûr, c'était vraiment le numéro un. Ouais, Le Raw, c'était. c'était le Donc, Messi SmackDown, clairement. bah, disons que Raw, le plus intéressant, c'était le main event. Ouais, SmackDown, le plus intéressant, c'était quasiment tout. ouais. Forcément, Ouais, vraiment, tu avais beaucoup de trucs intéressants à SmackDown, hein, c'est clair. bah, il y avait des femmes, c'était très cool. Mm. Et on va parler du Chamber, comme bon, il n'y a pas grand chose de notable non plus. Du coup, que penses-tu du sacre de Bray Wyatt à ce moment-là? Surprenant. Enfin, Franchement, surprenant. Le fait que John Cena perde, bon, ça c'était logique parce que, bon, déjà il avait sa rivalité avec le Miz qui allait être préparée. Et en plus, bon, Cena qui défend son titre à WrestleMania, contre qui? Bon, hein, contre Randy Orton? Non. Non, merci, on non a déjà eu ça en merci. 2013 et c'est fini ça. C'est plus aussi. Il y a la nostalgie, mais c'est plus aussi hype qu'avant, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et sinon, en soi, le PPV en lui-même, bon, je suis en train de regarder, du coup, on a eu de la merde. Hein. On a eu Mojo Rawley, on a eu forcément on a eu cette rivalité horrible entre Natalia et Nikki Bella. Ouais, On a moi eu j'ai trouvé également. sympa, bon.
Non, franchement, l'histoire autour des hommes ou de la jalousie, des trucs comme ça, j'ai presque envie de dire woman, mais. Non, mais excuse-moi, mais je veux dire, Natalia, il est en mode. John te mariera jamais. Moi, je suis une vraie femme. Toi, t'es juste là parce que t'as des gros ins. Non, mais c'est. Putain. Ouais, après, c'était un concours qui a la plus grosse, en effet. Non, mais excuse-moi, mais on est en 2008, on est en 2017 au bout d'un moment. On veut la révolution féminine. Ça nous parle d'histoire de Total Divas. Ça aurait pu être une rivalité de Total Divas. Ouais, tout Mais à fait, vraiment, tout à fait. le Ouais. match Total Divas 2017, Natalia Nikki Bella dans un singles match qui a fini en double count-out d'ailleurs. Merde, nique ta mère. Je ne sais pas si j'ai bien pris parce que c'était la seule rivalité, enfin la seule rivalité qui faisait diva entre griffes, donc parmi toutes les feuds qu'on avait, ou parce que j'ai trouvé qualitatif. Je t'avoue que je ne sais plus de souvenirs. Mais moi, c'est pour ça que je déteste Nikki Bella parce que tout le monde me dit oui, elle a apporté beaucoup à la division féminine. Oui, d'accord, mais ça reste une diva. Tu regardes la qualité de ses matchs, tu regardes la qualité de son personnage aussi, de comment il a été écrit, tu regardes les promos qu'elle faisait. Excuse-moi, elle appartient pas au monde des femmes, elle appartient au monde des divas. C'est con, on dit comme ça, mais Nikki Bella, c'est une meuf de 2010, pas une meuf d'après, justement. Oui, je vois tout à fait ton point, oui. Et très honnêtement, je comprends les gens certains qui disent ouais, elle est là à cause de son physique. Franchement, c'est comme Maryse, hormis ça, qu'est-ce qu'on lui donne? Ouais, bon. Elle a fait des trucs. Elle a fait des trucs. Ok, contrairement à Maryse d'ailleurs. Ok, elle a fait des trucs. Ouais, là, t'as fait Mais quand même. qu'est-ce qui la rend différente, par exemple? Je sais pas, on va citer Caitlyn, Melina, Victoria, Jazz, Jacqueline. Qu'est-ce qui la rend différente? Pourquoi elle, c'est une Trailblazer et pas les autres? Est-ce que c'est plus une Trailblazer qu'une Alundra Blaze, par exemple? J'ai des exemples à la con, mais aussi, pourquoi ce serait plus une Trailblazer, comme on dit, quelqu'un qui a ouvert la voie en français, que, je sais pas, Lita, on parle de meuf à gros seins. Bah ouais, Voilà, je vois tout à fait ton point, oui. surtout par rapport à Trish, que je déteste d'ailleurs, mais ça. Ouais. Du coup, pour revenir à Bray Wyatt, tu trouvais qu'il était un peu trop tard pour le mettre champion ou c'était le bon moment ou il n'aurait jamais dû l'être? Ah, je sais pas, moi je trouve qu'il aurait jamais dû être champion, justement. J'ai jamais vu Bray Wyatt champion. En fait, c'est le problème que j'ai avec certains catcheurs. Ouais, de même. C'est ce truc de se dire, je vais prendre un exemple actuel de NXT, par exemple, Ilya Dragunov. J'adore ce gars, vraiment, il est incroyable. Ouais, il est extra. Oui. Mais alors, est-ce qu'il mérite d'avoir un titre? Alors, peut-être le titre nord-américain, pourquoi pas. Mais alors, champion NXT, par exemple, ou même champion sur le main roster, je sais pas. Ben, Ilya Dragunov, c'est un bon chasseur, quoi. Ouais, c'est ça qui change, c'est qu'il y a des gens, tu sais pas, enfin, tu les adores, mais pour autant, tu les vois pas avec la ceinture. Et AJ Styles, moi, je le vois avec la ceinture champion du monde, ça, il n'y a pas de souci. Mais Apollo Crews, encore une fois, un mec qui est à Raw d'ailleurs maintenant, j'adore ce gars, vraiment, je trouve qu'il est sous-estimé, mais de fou malade. Ouais. Est-ce qu'il pourrait être champion du monde? Franchement, non. Non, pas du tout, en fait. C'est des gens, en fait, c'est des gens pour moi, c'est ni trop tôt ni trop tard, c'est juste. C'est juste non. Ouais. Pourtant, je les adore. Dominique Dijakovic, enfin Dijak plutôt. Qui d'autre? Voilà, t'as compris. Mais ouais, après, il y a des gens qui vont. Je voyais pas du tout champion. Ouais, et après, il y a des gens qui vont te dire que oui, il mérite. Tout le monde doit absolument être champion, alors que pas forcément, en fait. Déjà que Bray Wyatt, déjà, c'est son personnage se suffit à lui-même, et il a une aura naturelle qui fait qu'il n'a pas besoin de gagner tous ses matchs ou bien être champion, quoi. Pour moi, c'est à partir de ce moment. D'ailleurs, c'est Bray Wyatt qui a éliminé le champion qui défendait. Ouais, en plus. Il a éliminé le champion et l'ancien champion d'affilée, en plus. Putain, en vrai, le spot final justement du final, c'était incroyable. De J Styles, Into Sister Abigail, bon, c'était pas un pop-up non plus. Enfin, presque. Mais franchement, la séquence en elle-même, tu te dis, ils sont bons.
Et quand tu te Styles, quand il veut faire un truc comme ça, il est bon. Il est très, très bon. ouais, et quand tu te dis qu'ils ont fait un triple threat au SmackDown suivant, c'est quand même incroyable, quoi. Ah, c'est Wyatt qui défend face à Cena et Styles en même temps et qui gagne. C'est qu'on avait confiance en lui à ce moment-là. Bah oui, clairement. Mais Même si je trouve que même si je trouve que le fait de lui avoir donné le titre, c'était un peu le début de la fin, mais on va y revenir. Alors, là, on va arriver au PPV suivant, je crois. alors Fastlane. À l'époque, je pensais que c'était le pire PPV de l'année. Mais bon, l'année n'était pas encore finie, mais soit. Fastlane, franchement, il n'y a rien qui allait, quoi. Déjà, on va y aller dans l'ordre. Charlotte, la streak de Charlotte en PPV, ça s'arrête là. Triste. Elle a pas eu de match, je crois, si. Si, elle a eu son rematch contre Bayley pour le titre d'Euro. Et on nous a fatigués, on nous a bassinés à base de Charlotte qui est invaincue en PPV, qui va la battre. Et quand finalement c'est dans un PPV qu'on a complètement oublié, en dehors d'un match. Voilà. Mais elle n'est pas déjà perdue à Elite 7 2016, justement. Non, en 2016 elle avait gagné son match. Elle avait gagné dans tous les PPV, maintenant c'est à Fastlane que la série s'est arrêtée. Ah oui, non, elle a perdu dans un Falls Count Anywhere contre Beck Saro après. Alors, Fastlane, qu'est-ce qu'on retient? Il y a 2 matchs à la limite qu'on peut retenir. Reigns Strowman, je dirais. Reigns Roman et Neville Gallagher. Parce que c'est les Cruiserweights. Ah oui, Neville Gallagher. J'adorais Gallagher à cette époque-là aussi. Un bon comédie wrestler. Ouais, hein. Et c'était drôle. Ouais. Et son spot au Rumble aussi, c'était hilarant. Oui, c'est vrai. Oui, avec le parapluie, il se fait jarter par Mark Henry avec le parapluie. Sinon, ouais, c'était un bon match de Cruiserweight. Surtout avec Neville qui commençait à un peu relancer la machine, qui avait du mal, voilà. Il est plutôt sympa. Mais ce qu'on retient de Fastlane, malheureusement, c'est le main event de 22 secondes, putain. Alors. Goldberg contre Kevin Owens pour le titre universel. Kevin Owens déterre après avoir massacré Jericho au Festival de l'Amitié, ça faut pas oublier. Là, il y avait espoir d'avoir. Il y avait espoir d'avoir le retour du Prize Fighter parce que bon, son titre, son règne universel globalement c'était catastrophique. Hein. Il se faisait bouffer par tout le monde. Il a très bon match contre lui. Ouais. Mais c'était une Lopez quoi, Owens. Après c'était très drôle, je trouve. Enfin très drôle. C'est assez incroyable. Le segment de Friendship, Festival Friendship là. Ouais. C'est vraiment, j'ai vraiment eu la vibe Jericho Michaels justement, avec Jericho qui envoie Michaels dans l'écran, qui lui dit le pire reste à venir. Ouais, ça se comprend. Ouais. T'étais en mode Jericho a subi comment ils disent en anglais, it's all medicine, un truc comme ça. C'est vraiment très sympa, je trouve. Mais ça a amené justement au match à Fastlane. Ensuite après Rip Owens hein, avec Bill Goldberg qui remporte le titre universel, super. Tout ça en plus, vu le match qui a suivi après, faut en parler ça aussi. Ah ouais. Non mais que vous ne voulez pas faire perdre Goldberg, ok, mais fallait quand même essayer. Il y avait moyen de trouver un truc pour qu'Owens conserve quand même. Et même là, c'est Owens, il passe pour un con parce que le mec, il lui suffit une distraction. Goldberg, Spear, Jackhammer, terminé quoi. Est-ce qu'il y avait réellement besoin de ça en fait Alors qu'Owens, c'est le mec qui a résisté à tout quoi. Parce que après, je peux entendre l'idée que Goldberg, Lesnar, ça fait plus main event, match de championnat qu'une feud Owens, Jericho, mais ou que non, mais ça pouvait donner une motivation à Lesnar. Pourquoi on a eu Goldberg-Lesnar déjà de 1 ? Non, mais c'est parce que c'était une rivalité sur le long terme en fait, pour présenter Goldberg comme la némésis de Lesnar. Et la finalité c'était que Lesnar gagne à la fin. Donc autant mettre un prix. Là le prix mon pote hein. Ouais mais. Après qu'est-ce qu'on a eu ?
Après, vu l'interview de Jericho, une interview de Jericho qui disait que les plans c'était qu'il remporte le titre universel à Mania pour perdre le mois suivant contre Lesnar. Bon, est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Hein. Honnêtement, j'ai des doutes. Alors, next. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Petit mot sur NXT, je pense. Oui, vas-y. À cette époque-là, je sais pas si ça s'est passé. Je crois que ça s'est passé justement durant WrestleMania 33. C'était NXT, c'était Takeover Orlando. Oui, bah c'était 1er avril. Ouais, Orlando, oui. Et heureusement, c'était pas un poisson, ça, d'ailleurs. Faut en parler de ce PPV. Enfin, il était pas non plus exceptionnel, mais je veux dire, on a eu de vrais bons trucs. Hein. Je pense à. Bon, il y a eu le match un peu bon enfant entre Sanity et l'équipe de. Putain, quand il y a qui Cassius Ohno, Roderick Strong, Ruby Riott et Ty Dillinger. Ah oui, c'est vrai qu'il était revenu. Ouais. Il y a eu le très bon Aleister Black contre Andrade Cien Almas. Almas qui était pas encore World Title Caliber. Mm-hmm. Et il y a eu les 3 matchs suivants qui ont été incroyables. Hein. Ah oui. AOP contre DIY et Revival. Ah oui, ça c'était un truc de fou quoi. Là on pouvait douter à la fin. À un moment je pensais que Revival pouvait gagner. Hein. Et surtout que les mecs s'allient pour sortir AOP était incroyable. Et c'est là le moment où NXT a encore passé un cap. Parce qu'on a eu la trahison de Ciampa. C'était pas au PPV suivant plutôt? De souvenir c'était au pay-per-view suivant. Ah peut-être oui. Ah oui parce que ça dépend. Est-ce que c'est peut-être... C'était à Chicago, je crois. Et Takeover Chicago, un truc comme ça. Non, c'était un ladder match, oui, pour... Oui, un ladder match pour les titres, oui, voilà, okay, c'est ça. My bad, je me suis trompé. Après, il y a eu aussi Asuka contre Moon. Ah oui, ça c'était magnifique le match là. Tu fous Asuka et Moon ensemble, ça fait de la magie. Surtout que j'ai cru que Moon pouvait gagner une première fois, mais bon, il fallait quand même prolonger un peu plus ce règne d'Asuka pour une nouvelle manche, ça j'ai compris. Et maintenant, le match entre Bobby Roode et Nakamura, je l'ai pas trouvé si ouf que ça, hein, personnellement. Il était bien, il était pas transcendant dans mes souvenirs, mais voilà, c'est Roode et Nakamura. Hein. Une légende du Japon, comme on dit, et un mec qui a fait une dinguerie dans les Indies. La TNA, on s'en souvient, P-Rink, tout ça. C'est un des plus gros noms. Et moi j'ai compris pourquoi c'était un gros nom dans les Indies. Bon, ouais, c'est plus un gros nom de TNA hein, que l'Indie. Ouais, mais quand tu le vois justement à NXT, tu te dis waouh. Je comprends pourquoi on l'appelle Glorious. Parce qu'il est vraiment fou. Ouais, après je t'avoue qu'en dehors de l'entrée, j'ai un peu de mal avec Bobby Roode. Mais bon, soit. Oui, ça aussi. Et putain, WrestleMania, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en parler parce que je vais être méchant hein. Alors allez, je vais te laisser commencer justement. Moi je vais rajouter un peu de sucre. On va parler du positif. Voilà. Du positif déjà. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Bon, malheureusement, il était en pré-show, donc bon voilà. Eris contre Neville. Ah oui, c'est vrai. 19 minutes quand même le match. 19 minutes Neville contre Eris. Ah oui, ça c'était un bon match aussi. Hein. Dans un putain de pré-show, c'est ça le pire. Normalement, les matchs qui durent aussi longtemps, c'est les genre la André de Giant. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, Ambrose qui a défendu le titre dans le kick-off. Ouais, dans un truc où vraiment c'était un truc. Ambrose en champion intercontinental, c'était vraiment pas ça. Hein. Alors en soi, je suis en train de regarder du coup la carte et je vais revenir sur ce que j'ai dit. WrestleMania 33, c'était un bon show. Vraiment. Bah alors. Mais ça y est, on a cru que c'était celui de 2018 non, mais en fait, c'est juste que je retiens surtout le négatif. Mais en soi, quand tu regardes les matchs, je vais citer quoi? Styles McMahon, Owens Jericho, même si la rivalité s'est effondrée. Même Bayley qui a défendu dans un 4-way. Bon, ça j'ai pas aimé, mais soit. Bah, disons qu'il manquait Lynch. Ils auraient pas dû mettre Nia Jax, ils auraient dû mettre Lynch. Bon. Ouais, après Becky Lynch était dans un autre match aussi. Oui, c'est vrai. Elle faisait quoi elle était dans un six-pack challenge pour le titre de SmackDown. En gros, on bazarde tout le reste du roster pour le titre. Voilà. Avec Naomi qui gagne chez elle, super mérité. Oui, d'ailleurs, ça,
Je lui donne Naomi, elle a déjà gagné le titre une fois contre Alexa Bliss, et là, elle gagne encore chez elle parce que c'est chez elle Ouais, mais après, la première fois, elle a perdu parce qu'elle s'est pété aussi. aussi. Mais quand même. Il y a eu quoi d'autre Le retour des Hardys. Le retour des Hardys. Ah, C'est. ça, c'était mon Oui. moment du show. À un moment, j'étais en train de m'endormir. Je pense que j'ai réveillé mon coloc à l'époque, qui était dans la pièce d'à côté. Après, Jeff justement, Hardy le est problème que j'ai revenu, avec le j'étais retour joyeux. des Hardys, c'est que quand t'entends la foule, t'entends que le New Day annonce ouais, ça va être un Fatal 4-Way en fait. Mhm. Moi, je me suis dit, bon, bah, c'est eux, ils vont se Bon, rajouter bah, en mode New hey, Day, hey, hein. hey, hey, on vous baise, on gagne les titres. Et j'entendais toujours tout le monde crier delete, 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 delete. Mhm. J'étais en mode, bon, bah, ça va être les Hardys du coup. Et c'était les Hardys. Donc, oui, c'est une surprise, mais le truc, c'est qu'avec Internet, justement, ce genre de choses, bah, c'est gâché. Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est pour ça, j'ai déjà gueulé sur le serveur. D'ailleurs, j'aurais dit, vous cassez tous les couilles à parler de potentiel retour, de spoilers. Fermez vos putains de gueules. Non, mais Putain. je ne sais pas si tu étais là en voyant mon état pour le WrestleMania de l'année dernière, par exemple. J'étais lessivé, hein. Bah, justement, moi, quand il y a eu, bah, on peut en parler. Cody Rhodes qui revient, j'avais envie de foutre le feu. Ben ouais, de même. J'en avais marre. C'est stop, nous casser les couilles en fait. Stop, mettre des rumeurs tant que ça n'a pas été annoncé. Ça, c'est un truc. Bon, les gens, vous allez écouter, hein, parce que de toute façon, vous avez ça à faire en écoutant cette vidéo. Vous avez vu hier d'ailleurs. Liké aussi. Arrêtez de partager des choses. Enfin, pas exactement. Arrêtez de partager des rumeurs. On s'en bat les couilles. Tant que ce n'est pas annoncé, fermez vos gueules. Voilà, vous ne dites rien en fait. Vous pouvez spéculer, vous pouvez donner, même pas, vous pouvez dire ah oui ce serait cool que si ça. Mais ne forcez pas Arrêtez de là-dessus, quoi. partager des rumeurs sur des sites de merde, genre Catch Club ou des conneries comme ça. Stop. Et là je vais m'en prendre une parce que je sais que je crois que le doc et Ali justement ils sont potes, mais niquez-vous. Stop balancer des rumeurs à la con. Tant que ce n'est pas arrivé, fermez-la. Ouais, Par pitié. là-dessus, je suis d'accord. Bien d'accord, ouais. Vraiment, cassez les couilles, putain. C'est pour ça que la plupart des retours, ils sont nuls à chier en ce moment. Le dernier bon retour, c'était quoi? Johnny Gargano. Pourquoi? Parce que Pas personne annoncé, n'était au courant. voilà. Et la pop qu'il a eue était plus que naturelle. Elle n'était pas folle. C'était pas une pop. Ben, c'était sincère, quoi. Mais putain, le fait que les gens se souviennent de lui, même moi, j'ai eu du mal au début. Alors que sa musique, il a fallu que j'attende le Gargano justement. J'entendais la musique, je me disais, attends, C'est je qui reconnais ça. Hmm. Et je vois Johnny Gargano, et là, je suis comme tout le monde, je suis comme ça. Wesh. Voilà. Les meilleurs retours sont ceux qu'on ne voit pas venir. Karrion Cross, personne s'y attendait. Bon, finalement, bon, c'est un peu de la merde. Ben voilà, Karrion Cross, silence de personne s'y mort. attendait. J'ai vu ça, je me suis dit, mais non. Et j'étais content qu'on est arrivé là. C'était quoi? C'était par rapport à Styles qui n'était pas content du booking de McMahon? Je sais plus. Les Hardys, bon, c'était génial, bon moment. J'imagine que c'était pour capitaliser sur la popularité du Broken Universe. Dommage pour Enzo et Cass, mais pour le moment, c'était bien. Après, justement, est-ce que Enzo, il avait pas justement les rumeurs déjà qui couraient sur lui en avril 2017? Ouais, je t'avoue que j'en ai plus aucune idée. Peut-être. Hmm. Mais bon. Ensuite, Goldberg, Lesnar, ben, c'était super. C'était un bon match de bourrin, une bonne collision. Ils auraient dû arriver à Survivor Series. Ils auraient dû faire ça dès le début. Ouais. Après ce qui est arrivé, c'était pas plus mal, mais je comprends ton point de vue. Après, pour moi, la différence là, c'est qu'il n'y a pas eu Austin en tant que référé. Ouais. Là, il aurait pris toute la lumière, et là, ce fut le début du règne de terreur de Lesnar. Ensuite, Orton Wyatt, le match des diapos, ben. Le match PowerPoint. RAS, hein, bon, Orton gagne, bof, ouais. Juste après ce qui se passe. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon. Ensuite, il y a eu quel match encore? Bah, comme je disais, il y a eu Rollins Triple H et Ambrose et McMahon Styles qui ont été les deux meilleurs matchs de la soirée. Ah d'accord. Même si. Sans l'ombre d'un doute. Hein, Même si je préfère l'opener, mais ouais, je vois. Oui, l'opener, moi, j'ai beau détester Shane McMahon, très franchement, j'en ai marre de ce type. Quand il fait son coast to coast, j'avoue ça, même moi, je suis dedans.
Parce que c'est un des. Hormis RVD, personne fait le coast-to-coast, justement. Ouais. C'est une prise qui. C'est limite à son nom, le coast-to-coast avec McMahon. Hmm. Bon, c'est pas lui qui l'a inventé, bien sûr, mais quand tu penses coast-to-coast, tu penses Shane McMahon. Shane McMahon, bien sûr. Et si t'es un petit peu plus vieux, justement, tu penses Rob Van Dam. Ben voilà, sinon après. Rollins, Rip Edge, tu disais que tu avais aimé, c'est ça? Franchement, j'ai bien aimé, ouais. Parce que justement, avec l'implication qu'il y avait, Rollins qui s'est fait trahir par Edge, Edge qui était en mode je t'ai carry, regarde maintenant t'es seul, tu pues la merde, t'es nul. Owens il est meilleur, c'est mon plus gros poulain, physiquement parlant. Lui à NXT c'est une bête, toi t'étais ok, t'es nul, mais je vais te terminer. Et avec les interventions de Joe également, qui essaie de tuer Rollins, tout ça. Samoa Joe qui n'a pas trop été respecté au main roster d'ailleurs, hein, même pendant 2017, mais ça on en parlera. Ouais, on va en parler. Je suis pas spécialement d'accord, mais on va en parler. Et moi, j'ai trouvé le match un peu. C'est bon, un match classique de Triple H, c'est-à-dire trop long. Et Triple H, ça, l'overbooking, etc. Et par rapport à ce que ça devait apporter, personnellement, je trouve que c'est plutôt raté. Hein. Le fait de pouvoir élever cette Rollins, après, bon, la fin est logique. C'est pas assez, clairement, il n'y avait pas assez de dégâts faits en fait, je trouve. Voilà, c'est ça. Plus de références par rapport à, par exemple, au passé de Rollins. Par exemple, la chaise. Ouais. Ça aurait pu être Rollins qui utilise la chaise sur Edge, sur Stephanie, ou carrément Triple H qui l'utilise sur Rollins pour lui dire tu sais ce que ça fait maintenant, petit enculé. Ah oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé, mais ouais, c'est une bonne idée. Et enfin, le main event, le match entre Roman Reigns et l'Undertaker. Non, mais l'Undertaker, il était en morceaux, là, j'en pouvais plus. Alors, je sais pas pourquoi c'était. Enfin, je sais pourquoi c'était No Holds Barred, mais j'ai pas vraiment de souvenir de l'utilisation du No Holds Barred. Hein. Bon, moi non plus, j'ai plus de souvenirs. Tout ce que j'ai comme souvenir, les mecs, ils devaient sûrement faire des giga gros spots à l'extérieur du ring. Maintenant, No Holds Barred, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de souvenirs. Il y a eu la sphère de Reigns sur la table des commentateurs, ça c'était ok. Ouais. Et il y a eu, par contre, vraiment, je comprends pas ce délire, de faire des Irish sweep dans les cordes pour rendre la sphère plus forte. En vrai, l'impact il reste le même, hein, je veux dire. Ouais. Je reprends Braun Breaker, comme j'ai dit tout à l'heure. Braun Breaker, il fait une spear, il n'a pas besoin de prendre de l'élan. Lui, il te met une spear, oh putain, il te dégomme. Et il découpe les gens, quoi. J'ai l'impression que je perds mon estomac à chaque fois. Je dis, putain, ça fait mal. Même Goldberg aussi, en soi. Oh, ouais, même Goldberg. C'est une pour Goldberg qui marche. Je veux dire, par exemple, Goldberg, quand il fait une spear, par exemple, une spear sur Lesnar ou même Ziggler, c'est le meilleur exemple, tu la sens. Tu la sens très très fort. Ah oui, clairement. C'est un truc que je peux donner à Goldberg, hormis que c'est un vieux con et un énorme boomer. C'est que quand il te fait une spear, oui, tu la sens passer. Hein. Ouais. Et il n'y a que Breaker pour l'égaliser à ce stade. Ouais. Et pour les takers, j'ai mal au taker. Tout ce que j'ai comme souvenir, c'est que le mec, il avait du mal à faire ses prises. Le mec n'a plus de hanches. Même faire un tombstone, il galère à apporter au Roman. Je ne sais même pas s'il arrive à le faire correctement, quoi. Mais l'essentiel, c'est que ça s'est terminé. Hein. Reigns a gagné. L'Undertaker a fait ce qui aurait dû être sa retraite, justement. Sa cérémonie d'adieu, il met son chapeau, il retire tout ça, il pose sur le ring. Ça aurait été une belle fin. La bise à Michel McCool aussi. Ouais. Là, on voyait clairement Mark Calloway. C'est con parce que c'était pas sa vraie retraite, et ça, c'est autre chose. Ouais, c'est dommage là-dessus. Surtout quand on connaît la suite. Alors après, qu'est-ce qu'il y a à regarder en soi? Alors, on va passer à la suite du coup. Ouais, on va passer maintenant au post-WrestleMania. Du coup, Messiah, si tu as des trucs à rajouter. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de notable? Le Raw Aftermania, la UE envers Reigns. Ah oui, c'est vrai, la fameuse promo, c'est vrai. C'était au Raw Aftermania. Là où il se fait huer pendant 10 minutes et qui termine en This is my year now. Mais c'est con parce que à ce moment-là, c'était le moment. Il y avait déjà plein de moments où on aurait pu passer vrai heal. Mais alors là, mais l'occasion, mais putain, mais moi je vois ça, je me dis, mec, c'est ton moment. Ouais, ils ont loupé une belle opportunité. Tu vas devenir le plus gros méchant d'Euro. Pire que Lesnar. Ouais.
c'était le moment. Mais non, il fallait que McMahon il soit en mode ouais, mais c'est le gros chien, c'est le cousin du Rock. Le mec, la semaine suivante, il redit un peu la même chose. Et là, c'est Strowman qui vient l'agresser. Strowman, il le démontre à travers la table, à travers le sol, même à travers la civière. Il soulève le camion qui est censé embarquer Roman Reigns. Un truc qui était mal fait d'ailleurs, mais bon. Ça apportait en fait une nouvelle dynamique à la feud entre Reigns et Strowman également. Belle série de matchs d'ailleurs. Là, je pense que en vrai, il n'y a pas besoin de parler de grand chose sur les PP suivants. Les PP suivants, genre Payback ou des trucs comme ça. Je pense qu'il vaut mieux juste, genre, on va aller à SummerSlam et s'il y a des événements avant SummerSlam qui sont arrivés, autant en parler. Tu es sûr de toi? Parce que on peut parler directement du point qui fâche. Hein. Alors. Ouais, les deux points qui fâchent côté hommes et femmes. Alors, Jinder Mahal, champion du monde WWE, représentant de la compagnie. T'en penses quoi? Pour une seule raison. Pour faire marcher pour faire continuer le marché en Inde. Ouais. Parce que WWE avait besoin des parts en Inde. Parce qu'ils sont plus d'un milliard là-bas. Il y a énormément de fans de catch indiens. Et ils avaient besoin. Et vu que McMahon ne sait pas. J'ai pas envie de dire que c'est un mauvais businessman, mais là pour le coup, il a été un très mauvais businessman. Vu qu'il sait pas comment attirer le marché en Inde, autrement que via le merch sur WWE Shop, il s'est dit je vais foutre Jinder Mahal en tant que champion en plusieurs mois, ça va faire durer, il y a des gens qui vont venir. Alors que je crois que même en Inde, le mec, tout le monde s'en battait les couilles. Surtout que Jinder Mahal, il est pas indie, il est canadien. Il a quand même des origines indiennes, donc je peux comprendre le mot. Ouais, mais il reste canadien. Il est né au Canada, je crois. Oui, bien sûr. Donc c'était plus en reprise. Justement, Jinder Mahal, il y a eu un épisode en 2018 à Raw, on était au Canada, il y avait Owens et Zayn. Mahal a été acclamé par la foule. Canada. Ouais. Alors qu'en Inde, pas sûr. Alors, moi, je vais contrebalancer tout ça en disant que, en vrai de vrai, c'était une bonne idée, hein, de mettre Jinder Mahal champion. Je peux comprendre que l'exécution était maladroite pour le coup, mais ils ont bien fait l'effort de lui amener des éléments pour nous dire que le mec, il pouvait être champion. Après, c'est vrai que le règne en lui-même, il était nul, et il était long aussi. Donc on s'est rendu compte que c'est vrai que ça puait un peu, mais sinon pour l'idée, c'était pas mal, c'était plutôt ambitieux. Surtout qu'il avait les Singh Brothers avec lui, donc bonne technique de heal, mais le mec n'était pas prêt à occuper ce statut. Honnêtement, je veux dire, Jinder Mahal, c'est le mec, il est passé de rien du tout à quelque chose, mais trop tôt. Ouais. Beaucoup trop tôt. En tout cas, ça m'a bien fait rire quand il a gagné le titre, je t'avoue. Mais au moins, ça a permis justement, il y a eu cet effet, on a envie de le voir perdre justement. Et c'est ça qui est pas mal des fois avec certains champions. Ouais, c'est tout à fait ça. Mauvais, c'est que justement, ça on avance un petit peu, mais quand il a perdu son titre justement en novembre, surtout dans les conditions dans lesquelles il a perdu, c'est-à-dire contre un des plus gros noms de l'histoire du catch et en plus en Angleterre. Oui, c'était la première fois que le titre changeait de main dans un SmackDown et en Angleterre. Ouais. Mazel tov. En plus, le match était bon. Oui, c'était un super move ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, le truc suivant. Parler de ça. Quoi, tu veux parler du Money in the Bank féminin, l'histoire? Bien évidemment qu'il faut parler. Ah oui. C'est là qu'on voit la vision de McMahon qu'il avait sur les femmes à cette époque. Pourtant, le match était pas mal, hein, mais pour une première, mais la fin, oulala, horrible. Hein. Je vais vérifier s'il n'y a pas un autre match duquel il faut parler justement lors de Money in the Bank. On pourra en parler juste après. Hein. Moi, j'ai déjà ma petite idée, mais on peut en parler juste après. Du coup. Je regarde vite fait. Ouais, non, ouais, vraiment, c'est. Du coup. l'opener. Du coup, la fin du Money in the Bank, où c'est carrément James Ellsworth
qui décroche la mallette pour Carmella. Pourquoi vous avez fait ça, les gars? C'est tellement sexiste. C'est vrai que bon, c'est pas qu'on a vu mieux comme fin, mais c'était une fin à ne pas faire en fait. Surtout pour ton premier Money in the Bank. Dans un autre Et surtout, contexte, j'aurais compris, qu'est-ce qui mais s'est la passé première après fois, Qu'est-ce qui s'est passé après? ben ils ont refait le match. Et là, Carmella a gagné solo. Hmm. Je crois. Mais en fait, le truc, c'est que tu fais cette connerie. Bon, ça, c'est le truc à ne pas faire, d'accord. Mais autant assumer jusqu'au bout, en fait. Autant aller C'est jusqu'au pas. bout. Tu construis. Tu apportes plus de hits autour du personnage de Carmella et de James Ellsworth à partir de ça. Et en plus, tu prends encore moins le Money in the Bank de SmackDown comme référence pour dire que c'était le premier Money in the Bank. Là Mais aussi, ils ont raté une tu sais opportunité, en fait. On parlait de Bailey et Flair tout à l'heure, et même de Rosa et Britt Baker. C'est la même chose. Ouais, T'as fait une connerie. Bon, ok. Essaye pas de corriger ça le lendemain. c'est ça. C'est tout. T'as fait un truc. Ça me rappelle un exemple là con. C'était Emma qui avait gagné un match par erreur contre Lynch et Flair. Elle a gagné. Ils ont capitalisé sur ça. Emma. Ils ont pas été en mode non, on refait le match. Normalement, c'est Flair ou Lynch qui devait gagner. Non. Emma a gagné. On sait tous que c'était une erreur. On sait tous que c'était un mauvais compte de l'arbitre. Mais on va jusqu'au bout. Attends, c'était quand ça? Bon, c'était en 2015, je crois. Ah ouais. Ah non, j'avais pas. Ah oui, je sais plus où j'ai vu ça. Mais ouais, c'était Emma qui avait un match contre Lynch et Flair en triple threat. Elle a fait son diving crossbody là dans le coin. Ouais. Sur Charlotte, je crois. Elle a gagné. Après, ça devait être à une époque où je regardais pas NXT. Ok, bref. Bah, c'était 2015, hein. Et sinon, comment dire, au pire, Carmella elle pouvait cashing le soir même pendant le match entre Naomi et Lana. Et dans ce match, il y a aussi eu un match qui allait lancer une bonne rivalité entre New Day et les Usos. Oui, Ouais. putain, oui. Ah, putain, oui, forcément, jusqu'à Innocent, toutes ces conneries là. Ouais, c'est ça, avec la battle de rap, c'était super. En plus des matchs. Les bons petits clashs en mode bien on passe sous la ceinture, là, petit rated R là. Voilà, c'est ça. En mode, on est entre le rated R et Total Bella, ou Total Diva, je sais plus si ça Je existe sais pas déjà. ce que c'est le plus rated R entre Xavier Woods ou Total Divas. Ah ouais, c'était chaud là. Là, Wally était en mode appelant les médecins. Excusez-moi, assistance respiratoire, allô. À l'aide. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de Battleground, je disais que Fastlane c'était le pire PPV de l'année 2017 à ce moment-là, je le pensais, mais Battleground c'était bien pire. Hein. En dehors de New Day Uso, il y avait que des matchs de merde globalement. Ah bah globalement en 2017 niveau PPV, t'enlèves les Big Four et encore même là, on a eu des mauvaises surprises. Ah ouais, mais en soi, 2017 franchement, c'est la division par équipe qui a carré. Hein. Ah oui, clairement. Hein. Même les femmes en soi, il y avait des bons trucs, mais c'était toujours les mêmes, c'était pas très intéressant. Bah oui, c'est clair. Hein. Et la rivalité la plus intéressante du moment, bah, c'était Owens, Jericho, Styles. Bon, c'est dire le niveau. Hein. Ouais, mais même quand on main event, c'est Jinder Mahal. Et le Great Khali. Bon. Et ça finit sur le Great Khali, voilà, qui soulève le titre WWE. Nice. C'est nique sa mère. Et avec Battleground, on a aussi eu Great Balls of Fire. Ça, c'est un truc qui te parle, là, mais ça. Ah oui. Et le seul souvenir que j'ai, c'est deux matchs. Donc, un bon match de civière entre Strowman et Roman. Dommage que Strowman n'ait pas vendu suffisamment l'accident, la tentative de meurtre. Il revient 2 semaines à peine, tranquille, voilà. Bon, après, tu vas. Un monstre, Strowman, colonel. Oui, monstre, mais qui ne gagne pas les vrais matchs, quoi. Voilà. Ah bah oui, bah ça, c'est comme... Putain, c'était quoi mon exemple? Même si celui-là, il a gagné. Roman Reigns Face, il gagne contre tout le monde, il gagne contre tout le monde, il est invincible, mais il a pas de titre. Ouais, aussi. Et
Et en parlant de monstres, il y a aussi eu un bon match entre Brock Lesnar et Samoa Joe. Désolé, mais Samoa Joe, il est sorti grandi malgré la défaite. Hein. Samoa Joe, bah, il y a eu SummerSlam justement, donc ça va. Ah, voilà, il ressort crédible. Et ça tombe bien, merci pour la transition. Du coup, SummerSlam. Évidemment. Alors, c'était comment pour toi? Bah, quand j'avais re-regardé la carte, hormis des trucs du genre Finn Balor contre Bray Wyatt, en soi, la carte était bien. Ouais. Le main event, évidemment, Masterclass. Et voilà, hein, est-ce que c'est le meilleur Big Four de cette année? Je pense pas. Je pense que les séries étaient meilleures. Mais... Moi, j'aurais dit le Rumble, mais j'entends l'idée, ouais. En soi, moi perso, je ferais. SummerSlam était le meilleur de l'année. Ensuite, il y a Survivor Series. Juste un petit peu en dessous, il y a WrestleMania 33. Et juste encore un tout petit peu en dessous, il y a Royal Rumble. Okay. Et c'est pas en mode genre Royal Rumble, c'est le pire de tous. Non, c'est juste, il était bien, mais c'était le moins bon. Ouais, ils étaient bien globalement, c'est ça. Et surtout dans la carte de SummerSlam, John Cena contre Baron Corbin, dénué de sa mallette, le pire cash-in de l'histoire à l'époque. Voilà. Ils se sont pas foulés. Le plus trop le cash-in, vraiment. Genre, Corbin il est là, il se retourne d'un coup et mal. Allez, bisous. Ah, j'avais mal à mon Corbin à ce moment-là, quoi. Bon, après, tu me diras que, bon, Corbin, globalement, c'était les montagnes russes, mais quand même, jusqu'à présent, son intégration au main roster se passait bien. C'est con parce que NXT, il avait un thème de fou. Il était hyper haï et positivement d'ailleurs. Ouais. Il était vraiment haï parce que, genre, après, il était haï parce qu'il était un peu chiant aussi. Mais en soi, c'est un heel qui faisait le taf, hein. Ah oui, clairement. Hein. Bah, meilleur que par exemple, je sais pas, je sais pas qui y avait à l'époque. Bah, meilleur que Brock Lesnar dans le sens où lui, Brock Lesnar, il était juste détestable à faire des no-shows. Baron Corbin, lui, il était là. C'était une salope. Et bah, c'était son rôle. Ouais, il suscitait de la bonne hit, quoi. Ouais, j'étais un heel qui faisait son taf. Alors que Brock Lesnar, c'était un heel juste parce qu'il était un connard. Voilà. IRL pour le coup. Ensuite, on a eu quoi On a eu un très bon match par équipe aussi entre Seth Rollins et Dean Ambrose contre le Bar. Bonne storyline. L'histoire de Seth Rollins et Ambrose qui se remettent en équipe parce que Rollins a enterré son passé et renoué les liens avec les anciens membres du Shield. Je trouvais ça un peu trop de faire la réunion du Shield. Je me disais justement, les trois ils sont en solo, mais en soi, peut-être que ça, au moins ça a aidé Roman Reigns, ça c'est sûr. Ouais. Mais je me demande si justement, je pense à l'époque, Vince McMahon, il se disait, il faut que Reigns redevienne over, et quelle meilleure idée que de le foutre avec les deux mecs de son groupe préférés. Ouais, c'est ça. Parce que les fans préféraient Rollins parce que le mec faisait que des bons matchs. Ils préféraient Ambrose parce que il est taré. Et Reigns il était détesté parce que c'était un babyface qui se met beaucoup trop gros. Donc ils se sont dit, on va aller refoutre ensemble. Comme ça, Reigns sera over dans le groupe. Mais pas par lui-même, juste dans le groupe. C'est ça. Ouais, c'est ça. En plus, ce début de réunion, c'était clairement entre deux mecs qui faisaient du surplace en solo, donc banco, quoi. Et c'est là que j'ai commencé le catch d'ailleurs. Ah, et là, tu as bien commencé du coup. Et en plus, tu as bien commencé avec Cesaro qui court dans la foule pour prendre le ballon de volley et déchirer son live. Ça, c'était drôle. Highlight du match. C'est vraiment... En plus, moi, je comprends pas pourquoi les fans font ça. Hein. Il y a des fans cons, genre vous, ou les fans sur Twitter. Oh. Mais balancer faire un match de beach volleyball, pourquoi? Encore une dame mexicaine, je veux bien. Mais putain, pas du beach volley. Ben, les fans voulaient se rendre plus over que ce qui se passe sur le ring, je crois. Voilà. Ce genre de moment, pour moi, généralement, c'est des moments disrespect. C'est quand les fans veulent faire quelque chose de plus amusant que le match. Genre les matchs féminins, ouais, c'est ça. Le ballon qu'ils veulent, je me dis, oh putain, je veux faire la même chose. Et là, putain, t'as Cesaro, Sheamus, Rollins, Ambrose dans le ring, et t'es en train de faire du beach volley. Ben, c'est irrespectueux. Ben, ils ont voulu piétiner sur le match, mais au final, c'était un très bon match, un des meilleurs matchs du show. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur match d'ailleurs. Lucas Castiglioni, il a pensé la même chose que moi. Il s'est dit, vas-y, nique ta mère, je vais prendre le ballon, niquez-vous. Oh, vous regardez le match ou vous venez pas. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont pop d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont pop parce que Cesaro était énervé ou si parce qu'il cassait le ballon.
Ça, j'imagine, c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Il y Ouais. avait des gens qui aussi devaient en avoir marre. Oh là. Au Toto. Et le main event aussi, faut en parler, un gros blockbuster, collision en série, là. C'était Putain, oui. super. Alors moi j'ai bien aimé la phrase de Michael Cole qui disait en gros ouais, vous êtes à, je sais plus dans quelle ville c'était, mais vous êtes à Brooklyn. Manhattan, Brooklyn, voilà. Il y a des gros chiens, il y a des destroyers, il y a des monstres parmi les hommes, il y a des bêtes. Tu vois, ça a rendu le truc un peu plus mythique. Ah oui, ça a bien vendu. Il a bien vendu le truc pour le coup. C'est pas 4 gros gars qui se tapent dessus, non. C'est des mecs avec des surnoms précis. La bête, le monstre parmi les hommes, le gros chien, même si c'est pas ouf. Quoique le chien des Baskerville, c'était effrayant quand même. Et le destroyer. Ah oui, Pas juste le destroyer, le Samoan destroyer. Et vraiment, quand tu rajoutes Samoan, tu te Samoan, tu as peur. Et tu rajoutes Samoan, de toute façon, hormis si c'est pour Dakota Kai ou Tamina, tu te dis ah ouais. Et Dakota Kai est des origines Samoan, hein, si vous ne saviez pas. Beau supplément d'information. Du coup, on vendait clairement en mode c'était les 4 mecs les plus dangereux du roster de Raw en plus qui font le main event. Et belle perf de Braun Strowman aussi, hein, il a clairement brillé pendant ce match. Braun Strowman qui a absolument tout fait. Vous avez les tables, les chaises, l'overness avec le public. Ah oui. Bon, il y a eu les face-off aussi, je crois, entre justement, putain, le face-off Lesnar. Strowman au début du match avec Joey Reigns qui gâchait tout. Ouais. Je voyais les gens qui étaient over et tout, j'étais en mode ah ouais, ah ça c'est le prochain PPV ça. Ah oui, clairement. Et on a eu ça d'ailleurs. Ouais, globalement c'était un très bon SummerSlam. Et il y avait eu de bons matchs, des bons matchs, de belles affiches et des matchs qui faisaient clairement le café. Hein. Quand tu mets les 4 mecs les plus over de Raw, hormis Rollins et Ambrose, dans un match, pour le titre, tu peux t'attendre que du feu. Hein. Ah oui, c'est clair. Hein. Ensuite, bon, on parle de SummerSlam, mais il faut parler de NXT quand même. NXT TakeOver, c'était dans quelle ville, je sais même plus. Bref, c'est pas grave. TakeOver, lui, c'était Brooklyn, 3ème. Ah oui, Brooklyn. Ah oui, c'était un très bon show également. Où la carte, ça montait doucement mais sûrement avec Gargano Andrade, hein, Gargano qui est dépourvu de Ciampa, qui était blessé à ce moment-là, contre Andrade qui commence à être managé par Zelina Vega. Là, le souvenir que j'ai de ce match surtout, c'est très significatif. Je ne sais plus si c'est... Enfin, je n'ai plus la timeline exacte, mais au moment où Gargano voulait lancer son super kick à la DIY, soit Zelina a jeté le t-shirt DIY au pied de Gargano, soit elle a retiré sa veste et elle avait le t-shirt DIY justement. Je sais plus si tu sais, mais ça y est, sinon dans les commentaires, dites-nous. Sinon dans les commentaires, dites-nous. Hein. Ouais. Mais évidemment, bon, ça aussi, il faut en parler, le main event. Mais enfin, avant le main event, il y avait aussi Asuka contre Ember Moon pour le titre. Ouais, après on a l'habitude. Hein. Je suis déçu que Ember Moon n'ait pas gagné et perdu. Pour moi, en fait, là, ils ont clairement loupé le coche. Parce que la victoire d'Ember Moon, le fait qu'elle remporte le titre juste après, ça avait moins d'impact. Mais sinon, oui, allons au main event. Le revenant Drew McIntyre contre le glorious Bobby Roode. Alors attends, pas Drew McIntyre à l'époque. Drew Galloway. What? Et je crois que c'était appelé comme ça au début. Non, c'était Drew McIntyre. Ah, il était déjà revenu en McIntyre? Ouais. Parce que justement sur les Titantron, je voyais marqué Drew Galloway. Ah bon? Peut-être que c'était le titre de son thème Gallantry ou un truc comme ça. Mais c'était déjà Drew McIntyre. Sinon, vas-y, conte-nous ce beau spectacle, mon cher Messiah. Déjà, le match en lui-même était... Le truc, c'était exceptionnel, mais bon. Ça, c'est juste avec Bobby Roode, en fait. Ouais. Tu te souviens des matchs, ils sont juste impactants. Même s'ils sont pas des plus incroyables. Mais justement, en plus, ce que je trouve dingue, c'est que Galloway, enfin McIntyre, il est parti du WWE, c'était quoi, 2013-2014, je sais plus. Ouais, 2014. Physique, ok. Et là, tu le revois, tu te dis... Machine de guerre. Oh putain, il va me tuer.
Tu le vois, tu te dis, c'est qui? Les gars, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un monstre qui vient d'arriver? Ah, c'est McIntyre? Pardon? Quoi? C'est quoi ce gros barbu avec des pecs qui font 10 fois la taille de mon bras? Et après, le truc, c'est qu'on retient surtout de ce match, comme d'hab, à chaque fois, c'est l'aftermatch. Ouais, l'après-match. Déjà, le fait qu'on ait eu Kyle O'Reilly et Bobby Fish au début, qui sont intervenus dans le match entre Dunn et Wolfgang contre Mustache Mountain, je crois. Je crois Ouais. qu'on parlait au début du PPV. Ah non, c'était contre Authors of Pain, oui. Ou alors c'était quoi? Ah oui, avec Sanity et Authors of Pain. Déjà, tu vois Kyle O'Reilly et Bobby Fish, tu te dis, oh, c'est beau. Moi, j'étais en mode c'est qui? Parce que faut connaître les indies. Voilà, c'est ça. C'est toujours le problème avec NXT. Si tu connais pas les indies, tu t'en bats un petit peu les couilles. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Et en plus, mais du coup, après, Adam Cole, par contre, putain, la pop qu'il a eu. Ça, par contre, je connaissais. Putain, j'entends la pop à chaque fois, elle résonne dans mes oreilles, t'es en mode. Putain, ce mec, il est pas juste over. Et même avant qu'il n'arrive, quoi. Là, il y avait l'élément d'intrigue. Et quand j'ai vu le super kick, moi aussi, j'étais surpris. Hein. Donc, Adam Cole qui s'allie à O'Reilly et Fish. Et les débuts d'Undisputed Era, voilà. C'est gigapote de toujours. Il y a un clan historique de WWE, même si c'est plus à NXT, qu'on connaît trop au fil des années. Voilà. C'était que le début. Ouais. Et quoi d'autre aussi après? Est-ce qu'on parle de No Mercy? Ah oui, oui, parlons quand même de ça, parce que No Mercy, c'était quand même, on nous vendait ça quand même comme un pay-per-view du Big One quand même. C'était plus qu'un pay-per-view B, et d'ailleurs, un pay-per-view où on nous préparait Strowman qui ne vendait pas les souplexes pour dire qu'il est immunisé contre les souplexes de Lesnar. Strowman, gros méchant, il balance le Big Show à travers la cage, tout ça tu connais. Et surtout avec la fameuse promo entre Cena et Reigns. D'ailleurs, Reigns devrait remercier Cena grâce à cette promo. Là où le mec l'a clairement taillé. Hein. Au moment où Reigns il faisait sa promo, il a oublié son texte. Oui, mais après Cena il a juste détruit Reigns, c'est trop. Ben oui, il a bougé. D'habitude, j'aime pas ce genre de promo où on expose le business ouvertement, mais j'avoue que ouais, ça envoyait. Hein. Je pense qu'en vrai, Cena aujourd'hui, à son stade, vu sa renommée, il s'en bat totalement les couilles. Ah oui, clairement. Et il faisait plus de 15 ans qu'il était dans le business, il était respecté de tout le monde. Bon. Et ça a permis également à Roman de se bouger pour la suite de sa carrière dans sa manière de faire les promos. Il est parti de là, hein. Voilà. C'est pas et Eman ne lui a rien appris, j'aimerais dire. En soi, je trouve que ça a vraiment commencé justement en 2020, parce que le reste de ses promos, en 2018, je pense par exemple, sa seule promo mémorable que j'ai, c'est contre Bobby Lashley, et encore. Moi, j'ai également celui post-Chamber, où il taille Lesnar parce que Lesnar était prévu pour Raw, mais finalement il n'est pas venu. Ouais, mais ça c'était une promo shoot, là forcément, dès que tu étais dans le shoot, forcément. Et sinon, il y avait quoi d'autre Bon, on va parler du PPV directement. Hein. Donc, No Mercy, ça commence avec Ambrose et Rollins contre le Bar. Le match était tout aussi bon, mais on se souvient juste que Cesaro a eu ces deux incisives qui sont entrées dans ses gencives. Hein. C'était douloureux. Alors, le PPV n'a pas commencé par ça, par contre. Ah ouais? C'était mise contre Jason Jordan. Ah oui, Jason Jordan, le fiston d'Angle. Cette magnifique storyline. Kurt Angle, le mauvais père qui a des darons, qui a des fils un peu partout. C'est quoi ça, putain? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas d'où ils ont eu cette idée, mais il y avait projet Jason Jordan et il fallait bien passer quelque part. Hein. Commencer Kurt quelque Angle, part. le gigolo. Putain. Bon, bah, il aura essayé. Ça fait référence à ce qu'il disait à l'époque, genre, ouais, t'es un petit gars dans un homme de monde, et j'adore jouer avec les petits gars. Ouais, j'avoue. Cette promo, elle
m'atomise de rire à chaque fois que je l'écoute, putain. Ah ouais, c'est à se tordre de rire. C'était con parce que putain, Kurt Angle ça aurait tellement pu être un des meilleurs éléments comiques durant cette année 2017. En plus, il était devenu JM. Ça aussi, Ouais. putain, il est devenu JM. Un peu le roi à Starmania. On a Ouais, dit, au plus d'être Hall of Fame, parce ouais. qu'il y en a un qui s'est barré. On nous dit, mesdames et messieurs, Kurt Angle. Ouais. Oui, merci, quelqu'un qui connaît le business en plus. Mais voilà, franchement, ça aurait dû être l'élément comique. Et franchement, l'élément comique, Jason Jordan. Bon, malheureusement, ben, ça a connu une triste fin. Hein. On ne connaîtra même pas la suite du programme. Ensuite. Jason Jordan blessé en plus, donc bon. Ensuite, le match féminin avec Alexa Bliss championne. Alexa Bliss, mine de rien, n'a eu que des règnes pourris. Hein. Enfin, des storylines pourris quand même. Parce que déjà, elle avait perdu à SummerSlam. 8 jours plus tard, elle récupère contre Banks. Encore un autre babyface conçu dans l'œuf. Super, merci. Alexa Bliss, c'est la meuf. Elle a des règnes de merde, mais toujours de très bonnes promos. Ouais. Très bonne en promo. Ses règnes, par contre, elle a beau faire de bons matchs, c'est de la merde. Ouais. Non, mais t'es mal à la gueule de ces storylines, quoi. La seule feud que j'ai de notable, c'est contre Banks. Et ça, je jouais sur le fait qu'elle se détestait vraiment dans la vraie vie. Donc, tu ne peux pas aller plus loin, quoi. Sinon, en dehors de ça, c'est... Ouais, Bayley... on aurait même dû parler de son truc, là. This is my life. C'était horrible. Hein. Oh, putain. Donc ça c'était aussi le début de l'enterrement de Bayley. Ensuite il y a eu quoi Mickie James, ouais tu es vieille. Et après Nia Jax, ouais t'es grosse, t'es moche. Il y avait mieux à faire quoi. C'était une bully, hein. Elle remplissait son rôle de bully. Ouais, oui on peut lui reconnaître ça. Mais bon. Ben elle affrontait 4 autres personnes, je sais même plus qui. Emma, Bayley, Nia Jax et Banks. Ah oui c'est vrai, il y a le conserve, voilà. Ensuite il y a eu quoi d'autre Est-ce que là on passe au blockbuster Enzo Amore qui a battu Neville. Ah oui, Enzo qui a mis fin au règne gigantesque de Neville. Neville qui essayait de tenir tout 5 Live comme il pouvait, même si pour moi il y avait Drew Gulak aussi avec ses PowerPoint présentations. Et Enzo qui a été séparé de Big Cass, le projet, qui se blesse au bout d'un mois, super. Et le projet Boost Cass. Voilà, c'était tout à fait ça. Avec Enzo qui gagne le titre de Tour 5 Live, super, génial. Merci pour les travaux, Neville. Neville, il a des matchs contre des Tozawa ou des Alexander qui durent 19 minutes en PPV, en pré-show, qui plus est. Ouais. Et là, il est dans le match avant le main event, il perd en 10 minutes. Ouais, en plus, il perd pas clean. Hein, Donc bon. Je crois. Ouais, c'est ça. En plus, la manière dont Enzo gagne, c'est tellement con, quoi. Genre, Enzo, il fait le coin avec le titre, il se fait des comptes à l'extérieur, Neville va le chercher, l'arbitre ne sait pas ce qu'il fait, il prend la ceinture pour la ranger, coup de poing dans les burnes, Red Balls of Fire, 1, 2, 3, terminé. Waouh! King of Cruiserweight, le roi déchu, oui. Et ensuite, on peut parler des blockbusters, il fait. Enfin, Cena, Reigns et Lesnar Strowman, match que j'appelle le minimum syndical, clairement. Ouais, ils ont fait ce qu'il fallait. Là, les mecs, ils ne se sont pas foulés. Hein. Avec Reigns, il se dégage de 4 double A. Voilà, de toutes les manières possibles et imaginables, à travers une table, depuis la 3e corde, et il a suffi de 2 spears pour qu'il gagne. Voilà. Et Lesnar Strowman, j'en parle même pas. Tellement je m'en souviens pas. Mais ça, c'est abusé par contre. Reigns qui kill absolument tout. Il voulait vendre Reigns comme invincible. Ben, c'était Superman, Reigns, à cette époque-là. Mais c'est genre. En fait, le truc, c'est que tu construis quelqu'un de très fort, d'accord. Alors, comment ça se fait qu'il est pas champion Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est logique que Reigns, il soit champion encore. Qu'il garde de tout. Il a prouvé qu'il garde de n'importe quoi. Super AA, F5, Super F5, il a tout fait. Ben oui. Des Claymore, des Super Kicks, il garde de tout. Normal qu'il reste champion aujourd'hui. Mais à l'époque, niet. Il avait du mal contre Rusev. Donc pourquoi il n'était pas champion alors qu'il pouvait kick out de tout? C'était débile.
Non, mais, Là, aujourd'hui, ça fait sens. non, mais après, à l'époque, WWE, ils voulaient retarder l'échéance parce qu'ils savaient que les gens allaient gueuler de toute façon. Donc, bon. Ouais. Et ensuite, Euh, bon, à SmackDown, il n'y a pas grand chose à dire. Ah, si, quoique la feud entre Kevin Owens et Shane McMahon. oui, bon, ça C'était. après. Oui, il y a eu le NSL, je crois, d'ailleurs, justement. Ouais, c'était plutôt intéressant, surtout Owens qui donne un coup de boule à Vince McMahon. Là, on se disait que la machine pouvait être relancée en plus du Hell in a C'est là Cell. que ce genre de choses, tu te dis, wow. Il y a Costi pour faire ça maintenant. Ah oui, clairement. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, putain, bah oui, le Ah, le Hell in a Cell. Uso et New Day. Ouais, ouais. Uso et New Day, putain, ce match. Référence tactile. Vraiment. Ah oui, clairement, ça, c'est le genre de match à montrer aux fans, hein, à des non-fans de catch. Et il y avait aussi le Hell in a Cell entre Shane et Kevin Owens, où il y a eu une fin vraiment. Une fin plutôt étonnante avec Sami Zayn qui tourne heel. La Moi, trahison. moi, Zayn. moi, j'étais dégoûté à ce moment, mais bon. Et Charlotte Flair qui a gagné le titre aussi. ça, elle a gagné un SmackDown. Non, non, elle a gagné pendant le LNSL. Non, non, ouais, elle a gagné, oui, mais par disqualification contre Natalia. C'est à un SmackDown oui. qu'elle a gagné. Et un Et SmackDown. là a commencé son règne jusqu'à WrestleMania de l'année suivante. D'ailleurs, on va en parler de la période Survivor Series. Mais avant, est-ce qu'on peut parler du moment jubilatoire où Enzo se fait casser la gueule par tous les cruiserweights? C'est pas le moment justement où il montrait une injonction restrictive? Si, ça devait être durant la même période, oui. Bah, il y a eu aussi, il y a eu Strowman qui a débarqué justement à ce moment-là. Et tous les cruiserweights ont fini leur boulot. Et il y a Strowman qui arrive encore, il termine avec un Power Slam ou deux. Il y a aussi un moment que j'ai bien aimé avec Enzo. C'était à 205 Live. C'était Kalisto, je crois, qui a débarqué sur le ring. Ouais. Il allait s'asseoir. Et là, d'un coup, t'entends Bruiserweight. Et là, tu te dis. Ah oui, Oh shit. Ah oui, c'était un roi à Londres, ça. Ouais, c'était. On a eu de Bruiserweight versus de Cruiserweight. Ouais. Après, ça m'a quand même étonné que le mec n'ait pas suscité tant de réactions que ça. Pourtant, on était en Angleterre, quoi. Ah, si. Au début, en fait, les gens ne reconnaissaient pas. Puis quand il y a eu le pit done, ils ont tous gueulé. Ah, d'accord. Non, je me souviens du segment. Les gens, justement, quand ils ont vu, au début, ils ont eu du mal parce qu'ils étaient concentrés sur Enzo et sur sa promo. Il y a eu Pete Dunne, justement, où ils ont regardé Titanatron. Ça a gueulé. Vraiment fort. Même quand Kurt Angle est arrivé, ils étaient en mode ah, qu'est-ce qu'il y a? Il annonce Pete Dunne, il annonce le UK Champion. Là, les gens, ils ont regueulé. Ah oui, il fallait. Ils ont crié Bruiserweight dans l'arène en tout le match. Ah oui, on aurait dû parler du tournoi UK, mais après, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais ouais, c'était un bon moment aussi pour Pete Dunne. Bien sûr. Même si je préfère Butch, voilà. Et ouais, ça après. Sinon, pour autre chose, on doit parler d'un élément quand même important de cette année 2017, mais ça, faut pas qu'on oublie. Le retour du Shield. Shield, ah putain, ouais. On arrive à TLC justement. Période TLC, ouais. Le retour du Shield, les représentants de la justice. Octobre 2017, c'est là que j'ai commencé WWE. Ah ouais. Justement. C'est vraiment, je crois que j'ai commencé lors du Raw justement où il y a eu la réunion du Shield. Bon tu as commencé au bon moment alors. Les mecs étaient dans le même roster donc autant en profiter. Ou les mecs ils ont exposé le bar, le mistourage, le mise en un seul show quoi. Oui. Et ça permettait aussi à Reigns de comment dire ça, d'avoir un petit peu l'année 2017 c'était que des programmes d'attente mais vraiment un truc où il pouvait ressortir quoi. Avec Ambrose et Rollins. Que octobre aussi, ça a été les débuts d'Asuka dans le main roster. Oui, c'était aussi les débuts d'Asuka. Enfin, TLC, elle a débuté, oui. Il y avait même un match de qualification pour savoir qui aura l'honneur de perdre contre Asuka. Je me souviens de ça aussi. Et c'était Emma. Ouais. Waouh. Du coup, pour en revenir à The Shield, pour moi, ça permettait d'aider les trois. Roman Reigns, par rapport au fait de le faire patienter avant d'avoir un match. Parce qu'en Rollins et Ambrose n'avaient pas besoin d'être édités ensemble. Pour moi, si, quand même, parce que Dean Ambrose, le mec, ça faisait des mois que son personnage commençait à connaître des limites, il commençait
à tâtonner, donc à rapporter un peu de pressure. Et Seth Rollins, désolé, mais il en avait besoin aussi. Hein. Franchement, Seth Rollins, bon, peu de gens le disent, mais pour moi, Seth Rollins en face, déjà à cette période, c'était nul. Hein. Certes, il En faisait de bons 2017, matchs, c'était compliqué. mais c'était fadasse, quoi. Bah, justement, je pense que son perso face, il a vraiment été incroyable, mais en 2018. Hmm. Ouais, voilà, C'est une autre man. époque, donc on va pas en parler. Bon, le seul truc qui m'a dérangé durant la réunion du Shield, enfin, avec tout ça, c'est juste le début, parce que Reigns a été blessé. Et que du coup, à TLC, on n'a pas eu Reigns. Ah ouais, c'est Justement. vrai que c'est ça qui était dommage. Surtout que, bon, on avait un bon main event, TLC avec le Shield contre tous les gros heels de Raw, quoi. Genre, tu avais le Bar, tu avais le Miz, tu avais qui d'autre? Tu avais Braun Strowman, tu avais Kane. Après, est-ce que c'est pas abusé, justement, qu'il gagne en 53? Moi, moi j'ai aimé rien que pour cette raison, quoi. Surtout que dans le Shield, il y avait un nouveau membre, du coup, Kurt Angle. Même si c'était Ouais, pour mais un vieux compenser Kurt Reigns. Angle. Hmm. Non, mais, Kurt Angle, Prime, ils les auraient tous soulevés. ouais. Ça, Si, c'est sûr. moi, en fait, c'est le côté overkill que j'ai adoré, en fait, par rapport à ce match. Si on avait ajouté le mistourage, je t'avoue, ça m'aurait pas du tout dérangé. Ouais. Mais après, il y a eu justement, il y a eu une petite rivalité justement entre Strowman et le Mistourage. Ça Hmm. aussi, c'était drôle. Ouais, ouais. Par contre, Avec les mecs qui balancent Strowman à la poubelle à la fin du match. il y a eu Ouais. le match de la soirée, Ah oui, Balor Styles. le combat des leaders, alors qu'ils ne se sont jamais croisés à New Japan. Ça, c'est beau. Après, Balor était en démon ce soir-là. Ouais. M'a un peu dérangé ça. Ouais, mais Mais après, c'était un truc fait à l'arrache, comme Wyatt était malade et qu'on pouvait pas voir Sister Abigail. oui. Mais putain, qu'est-ce qui était bon ce match quand même. Ouais. Et c'est là Je sais pas où, qui a gagné. ben, c'était Balor. En Avec plus, le, Balor qui gagne contre Styles. avec le tout suite à la fin, là, je me disais que c'est bon, Balor pourra revenir dans le main event, mais le lendemain à Raw, euh, il se fait rouler dessus par Kane, quoi. PTDR, je suis qui? En mode retour à la triste réalité. Et je pense, bah en vrai, on devrait finir sur Survivor Series. Ouais, c'est vrai, On World finit Series, comme ça. allons-y. Bon, il y a eu Wargames aussi. Petit mot sur Wargames. Ouais, le premier Wargames, hein, en plus. Tout premier Wargames à NXT. Hmm. Quel Avec, Wargames, putain. ouais. Avec Undisputed Era contre Sanity, contre les Authors of Pain avec Roderick Strong. En plus, moi je trouve que c'était le premier bon Wargames en fait. Enfin, le seul bon Wargames qu'il y a eu à la version WWE avant l'année dernière. Parce qu'au moins là, il y avait une vraie ambiance de guerre, c'était un vrai règlement de compte, alors que les années suivantes, c'était juste des prétextes à Spotfest. En Et je trouve vrai, ça dommage. 2019, c'était aussi règlement de compte, hein, surtout avec Owens. Moi, j'ai pas ressenti comme ça, peut-être plus sur la fin. Ouais. Bah, disons que c'était le côté. Bon, c'est 2019, on en parle vite fait. Il y Hmm. avait Ciampa qui, lui, voulait montrer à Adam Cole qu'il méritait une nouvelle opportunité pour le titre. Parce que ça reste Daddy. Il y avait qui dans le match Dijak et oui, Dijak et Lee qui se faisaient casser les couilles par l'Undisputed Era pendant des mois, ils voulaient en finir. Mhm. Et on a eu Kevin Owens qui a débarqué en tant que dernier membre parce qu'il s'est fait soulever par l'Undisputed Era avec Triple H. Ouais. Et il s'est dit, ok, je vais venir à NXT et je vais niquer vos mères. Voilà. Et 2017 après, ouais, là beaucoup, 2017 c'était vraiment autour de la division par équipe, justement. C'était pas juste des catcheurs qui étaient mis entre eux. Et vraiment, c'était le Disputed Era qui voulait mettre le chaos à NXT. Voilà, c'est ça. Et il y a eu d'autres matchs, après on est putain, oh, Aleister Black contre Velvet Dream. Ah oui, ça faut en parler, c'est vrai. Putain, mais putain, mon dieu, ce match. Ouais, mais en plus la feud derrière était bien, quoi. Là où à NXT, globalement, le prime de Black and Gold, je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'histoire que ça. Ça laissait peu de place à l'histoire et plus de place à l'action, ce qui me dérangeait un peu. Mais il y avait un vrai truc entre Black et Velvet Dream, quoi. Là où le Dream s'est révélé et qu'il voulait être reconnu, en fait. Et ce match n'a fait que confirmer la chose. Et les gens qui criaient Say His Name dans la foule, ça aussi. En plus, quoi.
Et la pop Et à la fin, quand Black dit son nom, waouh. je sais plus s'il a dit. Il avait dit Enjoy, je sais plus quoi, Enjoy Darkness ou un truc comme ça. Oblivion, Je sais plus non plus. je sais plus. Et bon, il y a eu évidemment Moon qui a gagné Hmm. le titre contre Royce, Cross et Sane. Et bon, bah, la Hmm. consécration. La McIntyre, masse. Andrade, voilà, c'est ça. Contre Drew McIntyre, c'est pas rien de gagner contre Drew McIntyre. Ah oui, clairement. Hein. Adam Cole n'a pas gagné contre Drew McIntyre quand il a eu son opportunité. Mhm. C'était beau. Franchement, très beau takeover. Ouais, c'était vraiment un bel upset. Ouais. Maintenant, Survivor Series. C'était de la merde. Next. Bon. Je fais juste, est-ce qu'on a besoin de parler du dernier PPV de l'année, justement Clash of Champions, je regarde vite fait s'il y a des trucs intéressants. Il n'y a rien du tout. C'est bon. Quoique, il y a un truc, hein, mais on va en parler vite fait. Hein. Maintenant, les Survivor Series, je te laisse la parole. Tu as un truc à dire là-dessus? Alors, perso, j'ai beaucoup aimé. Enfin, beaucoup. J'ai bien aimé. Ouais. Dans les trucs que j'ai pas aimé, il y avait. Qu'est-ce qu'on a eu le traditionnel Survivor Series match entre femmes. Et encore, ça allait, parce qu'il y avait Asuka. Et tout. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi un truc qui était vraiment mauvais. Peut-être Bliss contre Flair, et encore. Quoique non, il était bien celui-là. Bon, c'était minimum syndical aussi. Hein. Après, sinon, le reste de ce que je vois, je veux dire, voilà, si le 5v5 homme, il était bien. L'opener, le Shield contre le New Day, très bien. Ah oui, ça pour moi c'était le meilleur match du show par contre. Putain, 15 minutes de Lesnar Styles, faut en parler ça. Ah oui, ça aussi Lesnar, il fait des matchs courts. Là, putain, le match. Ah oui, ça aussi c'était extra. Ça a hein. vraiment été la preuve que si Lesnar le veut, il peut offrir de bons matchs. Quand il était dans le Calf Crusher, Lesnar, j'y ai cru. Franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, peut-être. Peut-être. Mais non. Ouais. Et évidemment, hein, classique, Usos contre le bar. Voilà. Ouais, c'était bien son plus. Deux équipes ensemble, hop là. Après le Survivor Series, c'est vrai qu'il était sympa, mais le main event, ça me les a brisés, quoi. Déjà que, bon, tu avais une équipe d'euros complètement... comment dire ça? Elle était cheatée. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y avait des discords, les mecs ne s'entendaient pas entre eux. Et ils gagnent contre une équipe de SmackDown qui est extrêmement soudée, quoi. Et c'est même pas ça qui m'a le plus saoulé, c'est tout le focus autour de Triple H en fait. Genre Triple H pour WrestleMania. Genre voilà, c'est le match de Triple H en fait. On a eu les confrontations de rêve viteuf, mais sinon bon, c'est Triple H qui a attiré toute l'attention quoi. Et on ose me dire que le mec il ne se fait pas mousser, il met seulement en avant des gens. C'est vrai qu'il voulait se mettre en avant. Mais en fait, je pense honnêtement, on va venir sur 2018 vite fait. Il voulait se mettre en avant, mais il voulait également mettre en avant, des mois en avant, je pense, Angle et Rousey. Pour leur match à WrestleMania. Je pense que c'est pour lui, sa Rodermania a commencé à Survivor Series alors que ça aurait dû commencer à la Rumble. Voilà. Ouais, mais vu comme ça aussi, ouais. Après, ça a donné un très bon gif, justement, de Strowman qui voit Triple H pedigree sur oui. et en mode... Les deux neurones de Strowman qui essayaient de se connecter. les Strowman's neurones activated. Ah oui, on pouvait faire la feud de Shane et Strowman maintenant, hein. À partir de ce moment-là, hein, ça m'aurait pas posé de problème. Mais surtout, en plus, c'est vraiment très drôle parce que ça, c'est un truc que je trouve, c'est typique entre Raw et SmackDown. C'est que Raw, c'est les monstres. SmackDown, c'est des champions. L'équipe de SmackDown, bon, t'avais Shane McMahon, mais t'avais Randy Orton, qui est une des légendes de WWE, ouais. Bobby Roode, qui est un mec qui a cartonné à TNA, Impact, etc. Shinsuke Nakamura, qui est une véritable légende de AJPW et NJPW, et fucking John Cena. En plus, quoi. T'as littéralement une équipe 5 stars. Ben clairement, hein, l'affiche était 5 stars en elle-même. Et contre des gros. Je suis désolé, en face c'était des gros. T'avais Kurt Angle, Triple H qui étaient des champions mondiaux, multiples champions mondiaux, Finn Balor, le légendaire fondeur du Bullet Club, Samoa Joe, un des mecs
les plus sadiques, violents et hypants de toutes les indies de l'histoire, avec Punk, je pense, honnêtement. Ouais. Et Strowman qui est. Voilà, le monstre. Et le pire, c'est que là aussi, t'as du 5 stars du côté Raw. Kurt Angle, multiple champion TNA, WWE, WWF, même ECW, je crois. Finn Balor, multiple champion NJPW. Samoa Joe, multiple champion Ring of Honor et TNA. Et Triple H, Triple H. Ben oui, hein, c'était blockbuster cette affiche. Voilà. Et juste Strowman qui était là comme un monstre, mais gros monstre. Et maintenant, pour revenir à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il y a eu? À Raw, il y a Reigns qui a gagné le titre intercontinental. Il a eu un bon reign d'ailleurs, je trouve. Il a perdu vite fait. Hein. Bon, Samoa Joe n'a pas gagné. Bon, le mec se blessait tout le temps aussi. Tu allais faire comment? Et Clash of Champions. Et là où je vais parler du moment important de SmackDown en ce moment, c'est l'intrigue autour de Daniel Bryan et le duo Owen-Zayn. Oui, là, quand Daniel Bryan voulait revenir. Ouais, là où Owens et Zayn voulaient soudoyer Daniel Bryan et le mettre de son côté pour se mettre contre Shane McMahon. Et les mecs, ils avaient même imprimé un t-shirt Yep Yep, super. Si, donc, fin 2017, il y a eu un truc aussi, il y a eu des débuts. Des débuts. Les débuts. Ah oui. Des Bludgeon Brothers. Ah oui, les frères Marteau, oui. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, Bludgeon Brothers apport Rowan, simple, efficace. Les deux anciens Wyatt qui se mettent en équipe et qui atomisent absolument tout le monde. Ouais, en commençant par Breezango aussi qui ont eu une belle année 2017, d'après moi. Avec leur série Fashion Files, dommage qu'on les ait pas plus vus sur le ring. Et ils faisaient le taf. C'était une pépite d'humour. Ah oui, clairement. Mais encore, leur prime, ça a été à NXT, c'est ça qui est con en plus. Parce qu'ils étaient revenus à NXT en 2019, en 2019, ils sont revenus. Tyler Breeze, déjà, il est revenu face à Velvet in Dream. Je me souviens, j'étais en mode oh, c'est génial. Et en plus, t'as eu Fandango qui est revenu après parce qu'ils se sont fait ragra par je sais qui. J'étais comme un fou. Breezango de retour, Breezango NXT, top tier. Alors que à SmackDown, je trouve pas. C'était bien, mais. Ah! Ouais, je sais pas. Pour le prime, je trouve pas, mais je vois ton point, oui. Après, Fandango, on le retire surtout pour avoir battu Chris Jericho à WrestleMania. Ouais. Et du coup, pour la feud de Shane McMahon, Kevin Owens, Sami Zayn, ça a mené à l'équipe Owens-Zayn contre une équipe improbable. Donc, contre Orton et Nakamura, voilà, avec les deux arbitres qui étaient Shane et Bryan, c'était un beau bordel. Voilà. Fast count de Bryan, on pensait qu'il avait eu le turn à ce moment-là. Enfin, en ce qui me concerne. Et le dernier match, c'était Taze contre Mahal. Ouais. Voilà. Ben, ça a existé. Bon, après le calas de Mahal, je pensais que le mec allait reprendre le titre, mais non, heureusement. Et on n'a pas parlé d'un truc. Il y a aussi un truc qu'on a oublié. C'est la naissance du Rusev Day, mon cher Messiah. Oui, putain. Avec Rusev et Dan English. Le truc over de l'année, putain. Rusev Day. Rusev, tout le monde le détestait. Et là, je sais pas pourquoi, d'un coup, tout le monde se met à chanter Rusev Day. Rusev Day. Et moi-même, j'ai été pris dedans. J'ai découvert Rusev Day justement en 2018 lors de la Rumble. J'étais en mode yes. Enfin, Rusev Day. Je sais pas. Bah, on était tous là-dedans. C'est comme Strowman en fait. Il y a des mecs comme ça. Ils sont détestés un jour. Le lendemain, voilà, tout peut arriver vite dans le catch. Et même là, on peut remercier également Dan English pour son taf. Il a pas mal aidé aussi. Rusev Day. Surtout avec les. avec les 12 Days of Rusev Day, my partner gave to me. À l'opener de Clash of the Champions. Mais j'aurais aimé que le Rusev Day gagne à ce moment-là, quoi. Ils auraient dû être champions par équipe pour moi. On the first Rusev Day, Rusev gave to me a pizza with pepperoni. Il y en a qui ont la ref. Du coup, ben...
Je pense qu'on a fait le tour hein, pour 2017. Al- Ce qui nous manque. Ouais, non, il manque rien. Alors, mon cher Messiah, quel est ton bilan, justement? Euh, c'est une année inégale. Mhm. Disons que il y a eu du bon, du très bon, mais comme on est des connards, on retient On retient surtout que le le mauvais. mauvais. Exactement. Et rien que pour toi, par exemple, dans tes affiches, tu nous mets les pires moments de 2017. Alors que justement, 2017, on a eu Styles, on a eu OCT, on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le retour du Shield, voilà. Ouais. On a eu SummerSlam, mine de rien, c'est un des meilleurs PPV. Mhm. On a eu Finn Balor, également, le retour de Finn Balor. On a eu, je sais pas si c'était à ce moment-là, mais on a eu les prémices du retour de Daniel Bryan, justement. Ouais. On a eu Festival of Friendship. Mhm. On a eu des bons moments, on a eu plein de bons moments. Mais le truc, c'est que voilà, on s'est concentré sur le mauvais. C'est ça. Et je peux même pas reprocher aux gens de se concentrer sur le mauvais. Parce que le mauvais, putain, C'était mauvais. mal Hein. quand même. Mhm. Entre Carmella, Jinder Mahal, Lesnar, Goldberg, putain de merde. Des trucs comme ça, j'étais genre, ça fait mal. Ouais, Ça fait en vraiment effet. mal. C'est Après, pour ça que je dis que c'est une année inégale, parce qu'il y a eu du très bon, mais du très mauvais aussi. ben, je te rejoins, mon cher Messiah, et t'inquiète pas pour le choix de l'affiche, c'est tout à fait volontaire. Voilà. Oui, évidemment, te connaissant. Et donc, ouais, je suis d'accord que c'était une Rien de traiter année. le mouton, hein, je précise. Enfin, c'était une année. C'était pas si nul que ça, c'était pas si mal. Comme tu dis, s'il y avait du bon et du mauvais. Il y avait derrière les trucs de merde qu'on a vu, ben, il y a eu pas mal de choses bonnes qu'on a couvert, justement, comme quoi il n'y a pas que NXT qui était bon cette année-là. Et encore, Et NXT a eu son lot de trucs pourris. Un Sanity contre Cross, Dillinger, Ono et Strong, par exemple. non, mais Sanity en général, c'est nul, hein, après. Ah, je peux pas tellement contredire sur ça. Du coup, ben, on pouvait dire que peut-être que l'année 2017, c'était le début de la baisse de régime qui allait nous annoncer une période sombre entre de 2018 et 2019. Voilà. C'est aussi qui nous a annoncé les prémices de la suprématie de SmackDown. Et aussi. Il faut le dire. Donc chers auditeurs, on vous attend dans les commentaires pour donner votre avis également. Et si on a oublié certains détails, parce qu'on ne pouvait pas tout couvrir aussi. Et je vous invite également à commenter, partager et liker. À me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Twitter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut et merci Messiah également au passage. Adieu.